Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler politique américaine. Et plus particulièrement, on va parler des élections primaires. Vous le savez, on est aujourd'hui le lundi 3 février. Et le 3 février, cette année, c'est une date très importante aux États-Unis, en tout cas pour l'élection présidentielle aux États-Unis, puisque c'est aujourd'hui que commencent les élections primaires. Et je me suis dit que moi, je savais comment ça fonctionnait, que j'adorais ça, que je vais suivre tout ça de façon passionnée. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je vais être passionné par ces élections. Mais je me suis surtout dit que pour ceux qui ne suivaient pas ça généralement, pour ceux qui ne sont pas familiers de tout ça, c'est un petit peu compliqué de tout suivre. Et surtout, il y a facilement et de façon très rapide moyen de se dire « Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce beans ?» Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour tous ceux qui ne suivent pas la politique américaine ou qui ne comprennent pas. Et je vais faire mon possible pour vous expliquer comment ça se passe. Encore une fois, comme d'habitude, je vous préviens, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas spécialiste, je ne suis qu'un pauvre petit passionné dans mon petit coin. Et donc, j'ai pas la science infuse, j'ai préparé cette vidéo du mieux que je pouvais, avec toutes les compétences que j'avais. Donc voilà, soyez indulgents. Checkez les commentaires comme pour la vidéo sur l'impeachment. Si je me rends compte ou si quelqu'un me fait remarquer que j'ai fait une erreur, je le mettrai en commentaire. Surtout que cette fois-ci, le journaliste Jean-Éric Brana n'a pas eu le temps de relire le script. Donc voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais, mais il se peut qu'il y ait une erreur. Et puis dernière petite précision, j'ai simplifié au maximum du maximum pour que tout le monde puisse comprendre. Donc si quelqu'un passe par là et est habitué à la politique américaine et connaît tout ça par cœur, il se pourrait que vous vous disiez, que vous vous dites que j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire ça. Oui, mais il fallait faire le plus simple possible. Bref, alors déjà, pourquoi est-ce qu'on fait des élections primaires? Vous vous posez peut-être la question, sans doute pas si vous êtes français puisque vous connaissez le mécanisme, bien que le mécanisme français soit très 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 différent du mécanisme américain. En fait, c'est assez simple. Pour les deux grands partis, que ce soit chez les démocrates ou chez les républicains, n'importe qui peut se présenter à l'élection. Le problème, c'est que il peut y avoir un candidat par parti à l'élection générale du mois de novembre. On ne peut pas dire aux gens, vous pouvez voter pour telle personne. Aux États-Unis, ça ne va pas. C'est un candidat par parti. Et du coup, il faut bien départager ces candidats. On ne va pas les départager à la courte paille ou à pile ou face. Il faut bien que les gens décident qui va être leur candidat pour leur parti à l'élection présidentielle. C'est à ça que servent les primaires. Alors, je viens de dire que n'importe qui pouvait se présenter à l'élection présidentielle. Première précision, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des conditions pour pouvoir être candidat à la présidentielle. Alors, il y en a 4. C'est des conditions, des impératifs, des règles, tout simplement. Il y en a 4, donc il faut être citoyen né américain, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être citoyen naturalisé. Si vous êtes belge, que vous allez vivre aux États-Unis et que vous avez la chance d'avoir une green card, ça ne marche pas, vous êtes belge. C'est pour ça que, par exemple, Arnold Schwarzenegger a pu être gouverneur, mais n'aurait jamais pu être président. Il n'est pas né américain. Il faut avoir au moins 35 ans. Il faut être résident, avoir été résident permanent aux États-Unis pendant 14 ans. Et il faut ne pas avoir déjà accompli 2 mandats. C'est pour ça que Barack Obama ne peut pas se représenter. C'est pour ça que George Bush ne peut pas se représenter. C'est pour ça que Barack Obama ne peut pas se représenter. Et c'est pour ça que, par exemple, Jimmy Carter pourrait se représenter, puisque Jimmy Carter n'a fait qu'un seul mandat. Alors, niveau candidat, chez les républicains, c'est très simple. Il y en a 3. Il y a Donald Trump, qui est le président sortant, qui a 73 ans et qui se représente pour avoir un 2e mandat. Et puis, à côté de ça, il y a 2 petites candidatures. Il y a Joe Walsh, qui est un ancien congressman, un ancien élu de la Chambre des représentants, qui a 58 ans. Et il y a Bill Weld, qui est un ancien gouverneur du Massachusetts, qui a 74 ans.
Mais, il faut être clair, en général, le parti ne met pas des bâtons dans les roues de son président sortant. Il n'y a pas de primaire dans le parti du président qui essaye d'avoir un deuxième mandat. Il y a parfois des candidats qui se présentent contre le président sortant, comme c'est le cas cette année-ci. Parfois, il n'y en a pas, comme ça a été le cas pour Barack Obama en 2012, ou comme pour George Bush en 2004. Voilà, ça dépend un peu des élections. Ici, il y en a deux qui se présentent contre Donald Trump, mais soyons clairs, il n'y aura pas de suspense, il n'y aura pas de campagne, ou presque pas. J'ai regardé un petit peu les sondages, deux, trois sondages. Alors, ça donne, par exemple, au niveau global du pays, pour les primaires, ça donne du 92% pour Trump, du 6% pour Wild et du 2% pour Walsh. Donc bon, hein, voilà. Et si on regarde un petit peu plus dans le détail, ça donne du 93% pour Donald Trump, du 4% pour Weld et du 4% pour Walsh dans l'état du New Jersey, dans l'état du New Jersey par exemple. Donc voilà, autant dire la campagne des primaires côté républicain, ça va être vite plié. Et on est tellement sûr que Donald Trump gagnera les primaires que il y a tout un tas d'États qui a décidé de ne pas organiser de primaires côté républicain. L'Alaska, l'Arizona, Hawaï, Kansas, Nevada, Caroline du Sud, Virginie. Ils ont décidé de ne pas organiser de primaires parce que de toute façon on sait que c'est Donald Trump qui va les gagner, donc ça ne sert à rien. Du coup, pour la suite de cette vidéo, on va laisser les républicains de côté et on va se concentrer sur les démocrates. Non pas parce que je suis pour les démocrates et que je n'aime pas les républicains, tout simplement parce que je trouve qu'il est plus intéressant de se concentrer sur du côté où il va y avoir du suspense, où il va y avoir quelque chose à suivre. Parce que côté républicain, au fur et à mesure, on va voir Donald Trump a gagné, voilà, il ne va rien se passer. Du côté des démocrates, c'est beaucoup plus ouvert puisqu'il y a pas moins de... Je dois regarder ma feuille parce que ça fait un moment que je suis la politique aux États-Unis. J'ai jamais vu ça. Je crois que personne n'a jamais vu ça d'ailleurs. Il y a actuellement 12 candidats côté démocrate et encore, il y en avait 17 de plus qui ont abandonné avant le début des primaires. Voilà, c'est inouï autant de candidats pour un parti. Du coup, ça va être un petit peu compliqué de tous vous les présenter. Je vous donne juste les trois favoris qui sont Joe Biden, qui est un ancien vice-président, l'ancien vice-président de Barack Obama et qui est l'ancien sénateur, et qui est un ancien sénateur, il a 77 ans. Ensuite, on a Bernie Sanders, qui est sénateur du Vermont, qui a 78 ans, lui. Et enfin, la dernière, c'est une femme, elle s'appelle Elizabeth Warren, et elle est sénatrice du Massachusetts, et elle a 70 ans. Dans les autres candidats, je pense que quand on ne s'intéresse pas du tout à la politique, on n'en connaît aucun. Le seul qui ressort peut-être et qui est un petit peu connu, c'est Michael Bloomberg, vous le connaissez sans doute. C'est l'ancien maire de New York, et lui, il a 70 ans. 77 ans, pardon. Voilà, maintenant vous connaissez tous les candidats et bah c'est simple, maintenant c'est place au vote et puis bah, celui qui gagne le plus d'élections est candidat de son parti. Ben non, je plaisante, vous pensez bien que c'est bien plus compliqué que ça. Vous connaissez nos amis américains, ils n'aiment pas faire simple et c'est bien plus compliqué que ça. Alors, pour faire simple, il faut savoir que ces élections primaires, ce sont des élections à suffrage indirect. Ce qui veut dire que quand les gens vont aller voter, ils ne votent pas directement pour le candidat pour lequel ils veulent voter, ils votent pour des délégués. Qu'est-ce que c'est donc que des délégués? Alors, des délégués, ce sont des personnes, comme vous et moi, qui sont choisis. Ça peut être n'importe qui peut se présenter pour devenir délégué. En général, ce sont des activistes politiques locaux, ce sont... des leaders politiques, ce sont des supporters de candidats, voilà, c'est tous des gens de l'État, ça doit être de l'État hein, forcément,
Et voilà, ils se présentent, ils demandent pour devenir délégués, parfois ils le sont, parfois ils ne le sont pas. Il y a un certain nombre de délégués à gagner par État. J'ai décidé à ce moment-ci de ne pas dire de bêtises. Je n'ai pas trouvé comment est-ce qu'on calculait le nombre de délégués par État. Je suppose que l'importance en nombre d'habitants de l'État rentre en jeu, puisque les plus gros États, les plus grands États ont le plus de délégués et les plus petits États ont beaucoup moins de délégués. Donc je suppose que la grandeur de l'État joue un rôle. J'ai cru comprendre que c'est calculé à partir d'un certain calcul. Mais voilà, je préfère ne pas dire de bêtises quand je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a un certain nombre de délégués par État, que ça varie, que les gros États en ont beaucoup, que les petits États en ont moins. Donc voilà, je pense que c'est pas difficile à deviner que la grandeur de l'État et que le nombre d'habitants joue un rôle quand même assez important. Pour le reste, je rentrerai pas dans les détails parce que sinon la vidéo serait très longue, mais il faut savoir un truc, un principe, c'est que chaque primaire dans chaque État est organisé par l'État lui-même, pas par le pays, pas par le gouvernement fédéral de Donald Trump. C'est chaque État qui organise sa propre primaire. Et qui dit chaque État qui organise sa propre primaire, dit ben chaque État fait les règles qu'il veut. C'est-à-dire que parfois vous avez des primaires qui sont ouvertes, ce qui veut dire que tout le monde peut aller voter. Parfois, vous avez des primaires qui sont fermées, ce qui veut dire qu'il n'y a que ceux qui sont sur les listes électorales du parti qui peuvent voter à l'élection. Parfois, il y a la règle du winner takes all, qui veut dire que c'est le candidat qui est arrivé en tête qui prend tous les délégués. Parfois, c'est à la proportionnelle, ça veut dire que si vous gagnez 60% des votes, ben vous avez 60% des délégués. Parfois, enfin voilà, c'est un capharnaüm, chaque État fait ce qu'il veut, donc voilà, je vais pas vous donner chaque État fait quoi et machin et bidule, ça n'a pas beaucoup d'intérêt je pense pour comprendre le principe des primaires, et en plus on pourrait en faire une vidéo spéciale rien que pour ça, donc voilà. Il y a en tout, je prends ma feuille pour ne pas me tromper, 3979 délégués à gagner sur l'ensemble des primaires, et donc pour être le candidat, pour gagner les primaires et donc être le candidat du parti à l'élection principale du mois de novembre, il faut gagner la majorité et donc il faut en gagner 1990. Voilà. Alors, ensuite, tous ces délégués, toutes ces personnes pour lesquelles les gens ont voté se retrouveront pendant l'été. Ça se passera du 13 au 16 juillet pour les démocrates et du 24 au 27 août pour les républicains, parce que tout ce que je vous explique pour les démocrates est valable pour les républicains. Sauf que les chiffres diffèrent, il y a moins de délégués en jeu chez les républicains que chez les démocrates, les dates changent comme les conventions, etc., etc. Mais c'est valable pour les deux partis. Donc tous les délégués se retrouveront pendant l'été et c'est à ce moment-là, je vous expliquerai plus en détail plus tard dans la vidéo comment ça fonctionne, c'est à ce moment-là que les délégués donneront les voix que les votants leur ont donné aux candidats pour lesquels ils ont été choisis. Vous me suivez? En gros, l'électeur vote pour le délégué donne la voix au candidat. Voilà. Pourquoi faire simple, hein? En plus de tout ça, parce que c'est pas encore fini, non, en plus des délégués normaux, il y a ce qu'on appelle, vous entendrez peut-être parler de ces termes-là, des super délégués. Alors, qu'est-ce que ce sont des super délégués? Il y en a 771 chez les démocrates, et en fait, les super délégués, ce sont des membres du parti. Ça peut être des cadres du parti, des membres influents, ça peut être des sénateurs, des gouverneurs, les anciens vice-présidents, les anciens présidents, enfin bref, il y a tout le monde et personne en même temps. Voilà, c'est des membres importants du parti, des cadres, ils sont super délégués. Ces super délégués-là ne sont pas à gagner pendant les élections primaires. Ce sont des super délégués à qui on leur dit « vous êtes des super délégués ». Ces super délégués ne sont pas élus et surtout peuvent voter pour absolument le candidat qu'ils veulent. Mais ils ne votent pas pendant les élections primaires. Ils votent pendant l'été en même temps que les délégués. Je vous explique la suite plus tard. Mais retenez donc bien ce principe de délégué.
le gros rendez-vous pendant l'été qu'on appelle les conventions, j'en parle plus tard, et les superdélégués qui ne participent pas aux élections primaires en tant que telles, qui sont des membres du parti et qui peuvent voter pour qui ils veulent. Et puis, avant de parler du calendrier des élections, il reste un dernier détail à vous expliquer, une dernière chose à vous expliquer, c'est la différence entre les primaires et les caucus. Alors, pendant toutes les élections primaires, on les appelle les primaires, mais au milieu de tout ça, il y a des caucus. Et vous entendrez sans doute parler des caucus, surtout pour le premier jour, aujourd'hui, lundi 3 février, vous avez sûrement entendu caucus. Alors, les primaires, c'est très simple, ce sont des élections normales, comme on les connaît tous. Les gens vont au bureau de vote, vont dans une urne, ils votent, merci, au revoir, merci d'être venu. Très simple. Les caucus, c'est un petit peu plus folklorique. Alors, comment expliquer ça simplement? Les caucus, ce sont des rendez-vous qui se passent dans des lieux publics. Alors, ça peut être une mairie, une école, un gymnase, n'importe. Du moment que la salle est grande et qu'il y a de la place, on peut faire un caucus à cette place-là. Et donc, dans les caucus, vous avez des représentants de chaque candidat qui se mettent dans un coin de la pièce. Et puis viennent les gens, et les gens qui savent déjà pour qui ils vont voter vont vers le représentant du candidat qu'ils veulent, pour qui ils veulent voter. Et puis les gens qui sont indécis, qui ne savent pas encore trop pour qui ils vont voter, ils se promènent. Là, 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 la vie est belle. Et ceux qui sont pour un candidat vont aller voir tous les indécis en disant « Eh, viens voter pour mon candidat parce que mon candidat il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. » Et puis il y en a un autre qui va arriver, qui va dire « Non, pas du tout, viens voter pour mon candidat parce que mon candidat il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. » Et quand la personne est décidée pour qui il va voter, il rejoint le groupe de ceux qui vont voter pour Biden, il rejoint le groupe qui vont voter pour ceux qui vont voter Sanders, il va rejoindre le groupe de ceux qui vont voter pour Elizabeth Warren, et ainsi de suite. Et quand tout est fini, quand tout le monde a décidé, on va compter combien il y a de personnes dans le groupe. Et c'est comme ça qu'ils votent. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il y a sûrement une raison historique que j'ai pas cherché parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien de rentrer trop dans les détails. Le but ici, c'est juste de vous expliquer comment ça fonctionne. Et donc, la différence aussi, c'est qu'une primaire, c'est secret, c'est un vote secret, comme tous les votes quand vous allez à une élection. Les votes du caucus, vous le faites devant tout le monde. Voilà. Maintenant, vous connaissez tous les détails. Et c'est l'heure des élections. Voilà. Alors, les élections se dérouleront entre le 3 février et le 6 juin, encore une fois chez les démocrates. Il y en aura 64 et non pas 50. Pourquoi il y en a plus que 50? C'est simplement parce qu'il y a une élection par État. Donc les 50 États votent. Mais il y a par exemple le vote des, ce qu'on appelle, j'ai pas noté en anglais, mais je crois que ça s'appelle les American Abroad. En fait, c'est les Américains qui vivent à l'étranger. Et puis, vous avez tous les territoires aussi. Vous avez Puerto Rico, vous avez Guam, vous avez... j'en ai noté d'autres, parce que de mémoire, je ne sais plus. Donc, Guam, Porto Rico, les îles Virgin, les Américains vivant à l'étranger, etc., etc. Donc, ça apporte le nombre des élections à 64. Le 3 février, donc aujourd'hui, c'est l'État de l'Iowa qui rentre en jeu, qui ouvre le bal, j'ai envie de dire, et qui est un État très, très, très important. Alors, pourquoi il est très important? Eh bien, parce que c'est le premier. Non pas parce qu'il a beaucoup de délégués, non pas parce que c'est un grand État, non, c'est juste, c'est le premier. Il est très important alors que pourtant l'État fait 3 150 000 habitants. Donc bon, à l'échelle des États-Unis, c'est pas la Californie quoi. Il est très important parce qu'il est très médiatisé et surtout c'est une question de dynamique. Et ça sera toujours une question de dynamique tout au long des élections. Alors, c'est une question de dynamique. Imaginez-vous, vous êtes un petit candidat. Un tout petit candidat. Vous n'êtes pas connu,
au plan national, vous n'avez pas beaucoup d'argent et vous avez très peu de chances d'être d'être le candidat du parti. Imaginez-vous, c'est le grand jour, c'est l'élection au caucus et vous êtes petit candidat et vous gagnez l'élection du caucus. Vous arrivez premier. Eh bien, vous passez d'un inconnu à connu. Il faut bien vous imaginer que déjà, les médias couvrent énormément les élections, mais alors le premier jour, c'est le début. Donc, vous imaginez la couverture médiatique. Donc, vous passez d'inconnu à connu. Vous passez de pas beaucoup d'argent à beaucoup d'argent, parce que ceux qui vous ont donné de l'argent depuis le début vont continuer à vous en donner, et ceux qui ne vous donnaient pas d'argent vont peut-être commencer à croire en vous et vont commencer à vous donner de l'argent. Et bon, c'est pas pour ça que vous avez une chance de devenir le candidat du parti. Faut pas exagérer, vous partez de rien, vous n'allez pas arriver, mais quand même, au lieu de devoir abandonner après la première élection, vous pouvez continuer. Imaginez, vous êtes un petit candidat, pas connu, pas d'argent, pas de chance d'être le candidat du parti, et vous perdez cette première élection. Ah ben, vous restez inconnu, personne ne va vous donner de l'argent, et ceux qui vous ont donné jusqu'à maintenant va vous dire on va arrêter les frais, parce que je t'ai donné de l'argent, ça n'a servi à rien. Et en plus, vous n'avez pas beaucoup plus de chances qu'au début de devenir le candidat du parti. A contrario, imaginez-vous, vous êtes le grand favori des élections. Vous êtes celui dont on dit que vous allez être le candidat du parti. Si vous perdez l'élection, cette première élection de l'Iowa, eh ben, ça la fout mal quand même. C'est pas pour ça que tout le monde va vous abandonner. C'est pas en une élection à la première qu'on va vous abandonner. Mais, voilà. Et si vous êtes le grand favori, qu'on dit de vous que vous allez être le candidat du parti et que vous gagnez cette élection, ben, bingo, on continue sur la lancée, on est bien parti, on est wouhou. Vous voyez? Donc, c'est une toute petite élection, c'est même pas une primaire, c'est un caucus en plus. Donc, c'est une petite élection dans un petit état qui rapporte pas énormément de délégués, mais elle a quand même une importance primordiale. La deuxième élection, ça sera le 11 février, ça se passe dans le New Hampshire cette fois-ci, qui est un petit peu comme l'Iowa, c'est pas le plus grand état du pays. Et en fait, les enjeux de ce New Hampshire est un petit peu pareil que l'Iowa, sauf que c'est la deuxième. Et donc, après cette deuxième, il y a de grandes chances que les plus petits, que ceux qui n'ont vraiment pas de chance, ils en ont fait deux, ils ont perdu les deux, surtout s'ils ont perdu les deux. C'est surtout après l'élection du New Hampshire que souvent tous les petits abandonnent, laissent tomber, parce que bon, voilà. Surtout, en fait, le nerf de la guerre dans les élections primaires comme l'élection générale au mois de novembre, c'est l'argent. Et quand vous êtes un tout petit candidat et que vous perdez l'Iowa et le New Hampshire, l'argent, il vous en reste plus beaucoup. Donc voilà. Et puis, après, vous avez encore deux élections, qui est le Nevada le 22 février, c'est un caucus, et la Caroline du Sud le 29 février, c'est une primaire. Et puis, place au Super Tuesday, le Super Mardi, qui se déroule le 3 mars, il me semble, cette année-ci. Je vérifie pour ne pas dire de bêtises. Ben, c'est merveilleux, j'ai pas mis la date. Je vous mets ici en dessous. Je suis sûr à 99% que c'est le 3 mars, mais je vous confirme ça ci-dessous. Et c'est donc le Super Tuesday. Alors, qu'est-ce que c'est que ce beans? Ne vous inquiétez pas, c'est très simple à comprendre. En fait, le Super Tuesday, c'est un jour très important pendant les primaires parce que c'est le jour où il y a énormément d'États qui organisent leurs primaires en même temps. Alors, ça dépend des années, c'est pas une règle non plus. En 2016, il y en avait eu 12. En 2012, il y en a eu 10. En 2008, il y en avait 24. En 2004, il y en a eu 11. Cette année-ci, il y en a 14. Plus les Américains de l'étranger et les Samoa. Donc, ça fait 16 élections le même jour. Alors, imaginez-vous un petit peu l'importance de ce Super Tuesday pour les candidats.
16 élections le même jour. Alors, j'ai fait le calcul. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'ensemble des élections primaires, il y avait 3979 délégués à gagner. Le jour du Super Tuesday, il y en a 1357. 1357 délégués à gagner le même jour. Vous imaginez un petit peu l'importance. Surtout que ce jour-là, il y a des gros États qui votent, notamment le Texas. Le Texas, c'est quand même 228 délégués à gagner. Ou la Californie. La Californie, le plus grand État, il y a 415 délégués à gagner. Donc voilà, en général, autant vous le dire, après le Super Tuesday, les jeux sont presque pliés. Hein. Celui qui gagne le plus gros nombre d'élections le jour du Super Tuesday, pourvu qu'il était déjà favori à la base et qu'il ait gagné déjà les 4-5 premières élections depuis le 3 février, en général, il peut se dire merci, au revoir, c'est moi qui ai gagné. Voilà. Parfois, ça dure plus longtemps. On a eu le cas en 2008. Hillary Clinton n'a pas voulu abandonner avant le mois de juin parce que mathématiquement, elle pouvait encore dépasser Barack Obama. Mais en général, après le Super Tuesday, c'est plié. On sait qui a gagné. En 2016, on savait que, par exemple, chez les Républicains, en 2016, après le Super Tuesday, on savait que ça serait Donald Trump. Voilà. Et du coup, ben, pour les autres États, c'est un petit peu ballot parce qu'ils votent après le Super Tuesday et ils votent peut-être pas toujours pour du beurre, mais hein, voilà. Ça, c'est les États d'après, ils servent juste à donner assez de délégués aux candidats pour avoir la moitié et pour être sûr d'être le candidat du parti. Hein. Donc, après ce Super Tuesday, en général, on connaît le candidat, mais il y a d'autres élections. Vous avez par exemple une grosse journée le 10 mars où il y a 6 États qui votent. Le 17, il y a 4 États, l'Arizona, la Floride, l'Illinois et l'Ohio. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas vous donner tous les jours. Si vous voulez, je vous mettrai en barre d'infos le calendrier de toutes les élections. Et puis on en arrive au 6 juin où c'est les îles Virgin qui ferment le calendrier. Alors là, pour le coup, quand on est arrivé le 6 juin, en général, eux, ils votent pour du beurre. Hein. Les jeux sont faits de chez fait depuis bien longtemps. Quand ça c'est fait, après le 6 juin, on fait une petite pause, on respire, jusqu'au 13 juillet pour les démocrates qui font leur convention. Donc du 13 au 16 juillet pour les démocrates, donc, et pour les républicains, c'est au mois d'août. Alors, les conventions... Qu'est-ce que c'est que ce bit? C'est du show. C'est un grand spectacle. C'est l'occasion pour le parti, pour les différents candidats, de refaire copain-copain après les élections primaires. Parce que forcément, quand ils veulent gagner les primaires, bah, ils se tapent dessus. Hein. On veut gagner les primaires, on se tape dessus entre candidats, mais ça reste des membres du même parti. Donc, à un moment, il faut bien faire la paix, à un moment, il faut bien ranger les armes, et à un moment, il faut bien montrer au pays que le parti, il est uni, que tout le monde est copain, et qu'il n'y a pas de problème. C'est à ça que servent les conventions, en grande partie en tout cas. Il faut savoir que les conventions, c'est quand même super important. Tout d'abord parce que ça unifie le parti, comme je viens de vous le dire. Ça monopolise les médias pendant 3 jours. Donc pendant 3 jours, les médias ne parlent que de vous. Et surtout, ça donne souvent une impulsion aux candidats du parti. En général, après la convention, le candidat du parti prend une petite avance dans les sondages et ça le lance. C'est pour ça la convention est très importante. En 2004, par exemple, la convention avait fait un four total. Il n'y avait eu que des problèmes. Et à la fin de la convention, John Kerry, qui était le candidat du parti, s'est effondré dans les sondages. Donc c'est vraiment très important, les conventions. Pendant ces conventions-là, il y a 3 aspects, 3 temps forts, 3 moments importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle le roll call. Alors, qu'est-ce que c'est le roll call pendant les conventions? C'est, en fait, vous avez une personne qui est sur le podium. Là, encore une fois, j'ai décidé de ne pas dire de bêtises. Je n'ai pas trouvé qui était cette personne. Je n'ai pas trouvé si c'était protocolaire, que c'était toujours la même
personne le même titre, par exemple la speaker de la chambre ou le chef du parti ou le chef du comité du parti, etc. Ou si c'était juste un membre, un cadre du parti à qui on donnait l'honneur de pouvoir le faire. J'ai pas trouvé, donc je préfère ne pas dire de bêtises. Mais il y a un membre du parti qui est sur le podium et qui va appeler à tour de rôle chaque État. Dans le public, en fait, vous avez tous les délégués, les fameux délégués pour lesquels les gens ont voté pendant les primaires. Ils sont dans le public, regroupés par État. Donc vous avez tous les délégués de l'Alabama, tous les délégués de l'Arkansas, tous les délégués de New York, tous les délégués de la Californie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est le fameux moment où les délégués vont donner la voix que les électeurs leur ont donnée au candidat. Donc vous avez la personne qui est sur le podium, qui va appeler à tour de rôle les États. Elle va dire « Alabama, c'est à vous de voter » et il y a une personne parmi les délégués qui va prendre le micro et qui va dire « Le grand État de l'Alabama est très heureux de donner ses voix à... » Et puis il va dire « on donne 20 délégués à Joe Biden, on donne 15 délégués à Bernie Sanders et on en donne 2 à Elizabeth Warren. » Merci Alabama, Arkansas, à vous de voter. Et le grand État de l'Arkansas est très heureux de donner 20 délégués à Joe Biden, 18 délégués à Bernie Sanders et 5 délégués à Elizabeth Warren, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tous les États votent l'un après l'autre, et donc le candidat qui arrive à 1990 délégués est nommé candidat du parti. Petite précision, ça se passe en plusieurs tours. Pendant le premier tour, il n'y a que les délégués qui votent. Si un candidat arrive à 1990 délégués, c'est bon, c'est fini, on connaît le candidat et au revoir et merci. Si, pendant le premier tour, aucun des candidats n'arrive à 1990 délégués, on fait un deuxième tour. Et c'est là que rentrent en jeu les super délégués. Donc, c'est le même principe, on appelle tous les délégués à voter. Après, on demande aux super délégués pour qui ils votent. Je rappelle, les super délégués peuvent voter pour qui ils veulent. Hein. Eux, ils n'ont pas reçu de vote de la part des votants. Donc, eux, ils votent. Et dans ce cas-là, il faut que le candidat ait la majorité sur tous les délégués, donc les délégués normaux et les super délégués. Et donc, pour être candidat du parti, il faut arriver à, je l'ai noté quelque part, il me semble, 2375 votes. Ça, c'est le premier grand temps fort de la Convention. Le deuxième temps fort de la Convention, c'est assez logique, c'est un grand spectacle et surtout, ça sert aussi à convaincre les gens de voter pour le démocrate. Il y a des discours. C'est 3 jours de discours. Alors, il y a des petits discours de gens plutôt inconnus. En général, on donne la parole à des jeunes sénateurs, à des jeunes politiciens qui viennent de commencer pour leur donner l'honneur de pouvoir le faire, parce que c'est quand même vu par des millions de spectateurs, et puis pour les faire connaître un petit peu. Il y a des discours un peu plus connus, c'est des personnalités publiques, des acteurs, des comédiennes, des actrices, des animateurs télé, enfin bref, des people. Et puis il y a les discours de chez Discours, c'est tous les cadres du parti, en général les anciens présidents viennent faire des discours, des anciennes premières dames, en général chez les démocrates il y a toujours Hillary et Bill Clinton qui font un discours, Barack Obama n'est plus président, je suppose que cette année-ci il fera un discours, enfin bref voilà. On fait des discours. Et puis le troisième grand temps fort des conventions, eh bien c'est le discours du nouveau candidat du parti qui vient d'être choisi. Et en général c'est un discours où il se vante, hein, où il dit pourquoi on devrait voter pour lui, où il déroule parfois un petit peu son programme. Et puis il y a toujours une phrase qui se ressemble dans ce genre de discours. C'est du genre... je ne l'ai pas noté, malheureusement. Mais en général, le candidat dit « J'accepte votre nomination pour la présidence des États-Unis ». Et voilà. Et la convention se termine sous les ballons, sous les paillettes, sous les applaudissements. C'est beau, c'est la fête, machin. Le fameux moment où on voit l'image d'Hillary Clinton qui fait comme ça
quand il y a les feux d'artifice qui se mettent à péter. Voilà, c'est comme ça que se terminent les conventions et c'est comme ça que se termine la phase des primaires aux États-Unis. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris à cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez tout compris, j'espère que j'ai été clair. Bref, j'espère que c'était chouette. Si c'est déjà chouette, c'est déjà pas mal. J'essaierai de faire une autre vidéo sur l'élection principale du mois de novembre, puisque là aussi, il y a des choses à comprendre. Dites-moi en commentaire si cette vidéo-là vous plairait. Si ça vous plaît, ben, je la ferai avec plaisir aussi. Du coup, ben, je vais vous laisser. Comme je vous le disais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.